du monde inspirée par vous. LTM, la télévision du monde inspirée par vous. Bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous retrouver dans le cadre 19h45 sur votre chaîne de télévision LTM et nous ouvrons ce journal sur la télévision du monde par cette information. On parle des grands électeurs et candidats des prochaines élections régionales du 6 décembre 2020 qui étaient à l'école des renforcements des capacités à Douala en lieu et place des meetings du 6 novembre, date anniversaire à la session de la magistrature suprême par le président de la République Paul Biya. Les autorités administratives de la circonscription de Douala 2e ont décidé d'organiser un atelier de renforcement des capacités des prochains candidats à ces élections du 6 décembre 2020 comptant pour les régionales. Les précisions de Jean Jemayena et Patrice Foucault dans ce reportage. Pour ne pas être à marge de la célébration de l'an 38 de l'accession de son Excellence Paul Biya à la magistrature suprême, en lieu et place d'un grand meeting très couru, la section RDPC Vouri 2 a convoqué les grands électeurs pour une séance de renforcement des capacités en prélude aux élections régionales du 6 décembre prochain. Le comité central nous a prescrit de ne pas organiser de grands meetings. C'est pour cela mais de ne pas croiser les bras. C'est pour cela que j'ai pensé organiser un séminaire de renforcement de capacités. D'ailleurs, demain, grand électeur et également de toutes les populations de traitement de Douala 2e. Donc vous avez assisté aujourd'hui à un séminaire qui concernait uniquement les grands électeurs qui sont les conseillers municipaux, les chefs de 3e degré de nos institutions politiques. Et parmi les sujets phares à l'ordre du jour, la loi sur la décentralisation. Vous savez que c'est une nouvelle donne qui apporte au Cameroun, n'est-ce pas, une grande gestion participative. Donc le président de la République par là voudrait confier la gestion, n'est-ce pas, aux populations à la base. Donc je voudrais que par là, nous pourrons assurer le développement et la paix dans notre pays. 38 ans au pouvoir, contre vents et marées, le chef de l'État et président national du RDPC déchaîne les passions et a encore du chemin à parcourir, selon les militants de la base de la section RDPC Vouri 2. Aujourd'hui, le 38e anniversaire de notre champion, je voudrais rappeler à vous tous qui êtes arrivés ici cet après-midi que 38 ans au pouvoir ne le met pas qui veut, mais qui peut. Et que je crois que malgré les soubresauts, malgré les comptes courants que nous connaissons, notre champion tient toujours le bon bout, tient toujours le cap. Donc je peux aujourd'hui rassurer que le renouveau est toujours d'actualité. Rappelons que c'est dans le strict respect des mesures barrières édictées par le gouvernement contre la pandémie à coronavirus qui est toujours parmi nous que la circulaire du secrétaire général du comité central du RDPC a interdit toute célébration, grandeur nature. Une interdiction liée à la pandémie coronavirus et d'ailleurs c'est l'une des mesures barrières pour éviter des voies de contamination. Et nous restons dans la ville de Douala, capitale économique du Cameroun, cette fois-ci pour parler des nouvelles réformes au sein du port autonome de Douala qui s'arrime aux standards internationaux des plateformes portuaires. Après l'acquisition d'importants engins nautiques au mois d'octobre dernier, la mise en service des bateaux en vaste aménagement est prévue dans les tout prochains jours dans l'enceinte même du port autonome de Douala. On parle bien sûr d'une zone industrielle du quartier Sengue dans l'arrondissement de Douala premier, des travaux qui rentrent dans le dragage du port autonome de Douala. Les précisions de Jean Jemayena et Patrice Foucault dans ce reportage. Le port autonome de Douala, décidément engagé dans un vaste processus de réforme et de développement de la place portuaire, après l'acquisition des engins nautiques et leur mise en service officielle il y a quelques jours.
par le Premier ministre chef du gouvernement qui représentait personnellement le chef de l'État. Le port passe à la vitesse supérieure. Pour parler d'un projet qui fait couler souvent beaucoup d'encre et de salive, le dragage du chenal. Vous savez que le dragage a forcément des répercussions sur la faune aquatique et donc il faut qu'en draguant qu'on sache quelles sont les limites de ce dragage-là. Et donc il est bon que dans cette conduite de projet, que nous n'oublions jamais que l'être humain subira sans aucun doute l'influence de ces projets. Et le port de Douala se situe dans la ville de Douala. Et donc on ne peut pas parler de port de Douala sans parler de la ville de Douala. De même qu'il est impossible de parler de la ville sans identifier le port qui y habite. Et quand on a dit cela, il y a des communautés qui sont autochtones de la ville. Il faut penser à ces communautés-là chaque fois qu'on mène des projets. Un dragage du chenal d'accès du port autonome de Douala qui intègre plusieurs projets dont certains auront un impact social. D'où la question du déguerpissement des populations installées dans la nouvelle zone industrielle du quartier Sengue dans l'arrondissement de Douala 1er qui serait illégalement installé. Nous serons appelés à développer, à déplacer des populations pour pouvoir réaliser certains projets, à l'instar du développement de la nouvelle zone industrielle du port vers la zone des Sengue. Si vous connaissez le port, la zone des Sengue est aujourd'hui illégalement occupée par des populations qu'il faudrait absolument déguerpir. C'est donc d'éventuelles autres tensions sociales en perspective lorsqu'on connaît de nombreuses familles qui sont installées, et ce depuis des décennies. Et retour sur le massacre de 7 élèves abattus dans la région du sud-ouest à Kumba. Des élèves tués dans l'école Francisca Mother International. Et cette fois-ci, c'est la région de l'Adamawa, principalement la ville de Ngaoundéré, qui a rendu un vibrant hommage grâce à la participation des autorités administratives, autorités traditionnelles et populations qui sont revenues sur le parcours de ces élèves, mais surtout leur vie avec l'accompagnement des prières. Les précisions de cette journée dans ce reportage que nous propose notre correspondant Bello Massakdou depuis la ville de Ngaoundéré dans la région de l'Adamawa. Le cortège de Fayengo Francis, coordonnateur national du désarmement, de démobilisation et de réintégration des La région de l'Adamawa rend hommage aux enfants de Kumba, froidement abattus le 24 octobre dernier. Alors, à l'annonce de cette triste nouvelle, nous avons naturellement été touchés. Nous avons été atterrés, tristes, parce qu'il est inimaginable que des enfants innocents, cherchant leur éducation pour être des bâtisseurs de demain, je crois que cela relève tout simplement de la barbarie et de la sauvagerie de la part de ces meurtriers. Alors je me demande bien quelle vision ils ont de ces meurtriers de s'attaquer aux jeunes enfants qui ne jouent aucun rôle politique, aucun rôle social, et s'en prendre à eux, nous en sommes à nous demander terriblement au lendemain de ces meurtres. Je voudrais, au nom de la population de la Damawa, que je représente, adresser toutes nos condoléances aux familles éplorées et leur demander d'avoir le courage de tenir. Les lycées et collèges de la région Château d'Eau du Cameroun ont observé une minute de silence en la mémoire de leurs camarades disparus de manière tragique. On m'a appris que dans les lycées et collèges à 10h, il a été observé une minute de silence
en la mémoire des disparus de Kumba. Donc dans l'ensemble, nous sommes un peu loin des opérations, mais cela nous a également donné l'occasion de relever notre dispositif de sécurité autour des écoles qui avait été mis en place déjà au niveau de la rentrée, même comme nous sommes loin, ce qui arrive à gauche peut arriver à droite. Donc de manière générale, comme dans le reste du pays, nous sommes profondément choqués et c'est l'occasion peut-être d'adresser toutes nos condoléances aux familles aussi durement éprouvées et toute l'expression de notre réconfort. La sécurité est davantage renforcée dans les différents établissements de la ville. Nous côtoyons au quotidien. Donc, compte tenu de cela, au niveau du lycée classique, nous avons mis un accent particulier sur la sécurité, les mesures sécuritaires. Et je crois que l'événement de combat est venu renforcer nos convictions qu'il faut, c'est-à-dire au-delà de tout, commencer par la sécurité. Donc, au niveau du lycée classique, ce que nous faisons au quotidien et que nous avons même d'ailleurs renforcé, c'est que chaque jour, chaque matin, nous, au niveau de l'enceinte du lycée classique, à l'extérieur, nous mettons ce qu'on appelle le cordon de sécurité. Donc ce cordon de sécurité est souvent renforcé par la présence policière, la présence des forces de maintien de l'ordre, et ainsi de suite. Et nous avons également, compte tenu du climat qui prévaut, nous avons procédé à un recrutement massif de surveillants de secteur. Donc, si vous vous baladez là, vous allez les voir postés un peu partout. Donc tout au moins à titre dissuasif, c'est-à-dire nous essayons de dissuader des gens, des personnes mal intentionnées, ainsi de suite. Et nous allons au-delà de cela parce que le crime peut me venir d'ailleurs. Donc tout ce que les enfants peuvent consommer dans ce lycée est régulièrement contrôlé. C'est-à-dire le point d'eau, la cantine, ainsi de suite. La mémoire de ces enfants entre dans l'histoire du Cameroun et seront considérés comme les héros tombés sur le champ de bataille. Et nous restons dans la partie septentrionale du Cameroun pour s'intéresser à cette visite rendue par Fayengo Francis dans cette partie du Cameroun pendant son séjour dans le Grand Nord. Le coordonnateur national du désarmement et de démobilisation ainsi que des réintégrations des ex-combattants de la secte islamique Boko Haram a rendu visite à ces derniers. Il était question aussi d'écouter la déliance mais de remettre aussi les dons du gouvernement camerounais. Les précisions de Jean Jamaïena et Kazimi Bantier dans ce reportage. Le cortège de Fayengo Francis, coordonnateur national du désarmement, de démobilisation et de réintégration des ex-combattants, après l'arrivée et l'accueil à Maroua, a mis le cap dans la localité de Moura, département du Mayo-Sava, dans la région de l'extrême nord, au secteur force multinationale mixte de la commission du bassin du lac Tchad, le général de brigade Bouba Dobé-Créo, commandant du 10 secteur, s'est entretenu avec son hôte, suivi d'une concertation avec les responsables des forces de maintien de l'ordre avant la rencontre avec les ex-combattants. Nous devons réintégrer ces enfants. C'est là où ils seront formés. Ils ont certes les petites activités qu'ils font dans les centres, mais ils vont accélérer les formations, ils vont intensifier les formations et l'État, à l'issue de ces formations, sera disposé à les installer en donnant les moyens, en les installant pour qu'ils deviennent des Camerounais, n'est-ce pas, comme les autres. La délégation a ensuite visité le site de Mémé, devant abriter dans les prochains jours le centre de réintégration pour toutes les formations des ex-combattants de la région la plus septentrionale du Cameroun. Je remercie le chef de l'État d'avoir accepté ce site et le coordonnateur du DDR qui ont voulu construire le centre à Mémé qui doit recevoir les ex-combattants. Après le départ des ex-combattants dans leur village,
Le site va rester pour Méné, ça va rester former les enfants du Méné, les pépinières du Méné, les pépinières du Mayo Sava, les pépinières de l'ECN, pourquoi pas les pépinières du Cameroun. Pour montrer ma joie et la joie des populations, le coordinateur du DDR vient de nous annoncer qu'il y aura 1 milliard qui va commencer l'investissement ici. Le chef de l'État en a accordé et que c'est les enfants du village qui feront ce travail. Vraiment, nous vous remercions. On ne connaît pas comment vous dire, quand on leur dire merci, là c'est peu. Si on pouvait trouver un autre langage pour dire on va parler en mandara ou en mahiga. Après Moura, dans le Mayo Sava, le staff de Fayengo Francis a pris la direction du Djamari, précisément à Mairie, pour la suite de cette visite de travail. Je crois que la descente sur le terrain a été vraiment positive. Nous rentrons avec vraiment beaucoup de joie parce que ça démontre que les efforts que les autorités publiques sont en train de faire, la main tendue du président de la République est sincère, c'est venu pour rester. Parce que depuis que ces enfants sont sortis, nous n'avons pas perdu un. On n'a pas emprisonné un. On n'a pas fait de mal à un. Donc c'est une main tendue, sincère, permanente, et nous tous, nous devons compter sur cela. Après des échanges et la remise des dons aux ex-combattants, le coordonnateur national du désarmement, de démobilisation et de réintégration est allé toucher du doigt ce centre d'encadrement des enfants des ex-combattants. Ici, on retrouve les enfants des ex-combattants qui ont déposé les armes. Ces enfants ont besoin d'une bonne éducation. Il s'agit ici du niveau 1, c'est-à-dire CP. Donc, on fait l'effort afin de les aider et de les intégrer aussi dans la société. C'est donc une visite de travail de Fayengo Francis dans la région de l'extrême nord Cameroun, somme toute satisfaisante. Et en sport, dans ce journal, la Fédération camerounaise de football procède au lancement de son championnat professionnel ce mardi 10 novembre 2020 à travers le triangle national. Après avoir dissous la Ligue de football professionnel le 4 novembre dernier, la FECAFOOT prend en main le fonctionnement de son championnat professionnel. Les précisions de Zobela Ponignan dans ce reportage. C'est en réponse au courrier envoyé à la FIFA le 2 novembre dernier par l'instance fêtière du football camerounais que les dirigeants de la Fédération internationale de football association ont décidé de convoquer cette réunion dont l'objectif est de mieux appréhender la situation et d'apporter une recommandation à la FECAFOOT selon les bases légales solides. Sont conviés à la table des échanges 3 représentants de l'instance fêtière du football mondial. Seydou Bobondjoya, président de la FECAFOOT, et son secrétaire général Didier Benjamin Balok, le président de la LFPC, le général Pierre Semungu, et le président de l'Assemblée générale des clubs du 29 octobre dernier, Prosper Nkumvondo. L'importance d'une telle rencontre n'est plus à démontrer. Notons que la Confédération africaine de football s'est également prononcée au sujet de ce climat délétère entre la FECAFOOT et la LFPC en reconnaissant l'autorité de l'instance que dirige Seydou Bobondjoya sur la Ligue de football professionnel du général Pierre Semungu selon les dispositions de l'article 12 des statuts de la CAF qui stipule que les ligues et autres regroupements des clubs affiliés à un membre de la CAF sont subordonnés à celui-ci et doivent être reconnus par lui, tout en sollicitant une relation apaisée entre les deux parties. La Confédération africaine de football s'est dit déterminée à apporter à la FECAFOOT tout son concours nécessaire pour permettre un développement harmonieux du football pour l'intérêt de tous.
Et vous venez d'écouter l'analyse de Zobel Apollinaire-Mbon sur la réunion qui mettra en avant la Ligue professionnelle de football, la Fédération camerounaise de football, prévue ce lundi 9 novembre. Objectif de cette réunion, trouver une issue pour la paix entre ce bras de fer qui oppose désormais ces deux instances fêtières du football camerounais. Maintenant, nous revenons sur la reprise du championnat qui est attendue ce mardi 10 novembre 2020, après justement les résolutions prises lors de cette réunion. On parle justement de la Ligue professionnelle qui a été dissoute le 4 novembre et la FECAFO qui décide de prendre en main le fonctionnement du championnat professionnel au Cameroun. Pas de plus encore avec vous, Zobel Apollinaire-Mbon. Après avoir retiré les compétences déléguées à la Ligue de football professionnel du Cameroun lors de la réunion de son comité exécutif le 4 novembre dernier à Yaoundé, la Fédération camerounaise de football a décidé de prendre en main l'organisation des championnats professionnels pour la saison sportive 2020-2021. Le kick-off du championnat de première division sera donné mardi prochain sur l'ensemble du triangle national. Le lieu des rencontres et les officiels sont d'ores et déjà connus. Ce mardi 10 novembre 2020, l'Union sportive de Douala reçoit au Centenary Stadium les Limbé FC Yaoundé 2 à partir de 15h. Ndjichou Clovis sera l'arbitre central de cette rencontre. Au stade annexe numéro 1 de Yaoundé, APGS d'Info va offrir son hospitalité aux Astres Football Club de Douala avec comme arbitre central Aboubakar Moussa. Oyon Sport Academy Stadium de Bamenda, PWG de Bamenda affronte Stade Renard de Melon avec comme arbitre central Mefiri Abdou. La suite de cette première journée, ce sera le mercredi 11 novembre 2020. Mais avant le kick-off, Sédou Bobo Djouya et son équipe ont mis à la disposition des différents acteurs le règlement de ce championnat qui portera désormais l'intitulé de l'Elite One et se jouera avec 21 clubs regroupés au sein d'une poule unique. Le secrétaire général de la FECAFOOT, Didier Benjamin Balok, a par ailleurs invité ces clubs qui n'ont pas encore déposé leur dossier physique de licence à le faire au plus tard le 9 novembre prochain, un jour seulement avant le démarrage. Mais de son côté, le général Pierre Semengue continue également de programmer les rencontres de son championnat lancé le 1er novembre dernier au mépris des décisions de la tour de contrôle des Tinga. Toute chose qui amène à nous poser la question de savoir si l'on aura finalement droit à 2 championnats cette saison au Cameroun. Une véritable cacophonie, fruit de l'interminable guerre entre la FECAFOOT et la LFPC, dans laquelle la Fédération internationale de football association a décidé de voir un peu plus clair. Et à l'international, exactement 24 heures que les États-Unis connaissent le 46e président. Il s'agit de Joe Biden qui a réussi de venir à bout face à Donald Trump. Donald Trump qui, grâce à ses avocats, annonce qu'il fait recours à la justice et parle de fraude électorale. Des élections au sein des États-Unis qui connaissent de rebondissements. Une élection aussi historique avec les démocrates qui reprennent le pouvoir avec un pays divisé d'un part. L'association Black Lives Matter, ceux qui défendent les intérêts des Noirs, les États-Unis finalement divisés. Et on parle de Joe Biden qui a fait son premier discours qui annonce justement l'unification, la réunification des États-Unis. Le reportage de France 2, France 24. Ouais, écoutez, pour l'instant, pas beaucoup parce qu'ils avaient été un peu échaudés hier, donc ils n'étaient pas venus très nombreux ce matin, mais ça commence à arriver. En tout cas, ceux qui étaient là, parce qu'il y en avait quand même déjà quelques dizaines, je peux vous dire que c'est le soulagement, certaine incrédulité quand la première chaîne, c'est-à-dire CNN, a annoncé cette victoire de Joe Biden. Ils étaient incrédules parce que ça fait 3 jours qu'ils attendent, ils savent que ça va venir, mais ils sont très ravis. Vous en voyez peut-être certains derrière moi avec qui ont discuté
tout à l'heure, qui sont venus, ils habitent pas très loin, et qui sont venus, qui chantent depuis ce matin, Trump est nul, vive Biden. Et voilà, ils ont eu ce qu'ils étaient venus chercher, et le feu d'artifice qu'ils attendent prévu pour ce soir, pour célébrer la victoire de Joe Biden, mais vraiment avant tout, dans l'entourage de Joe Biden et dans les gens qui sont ici autour de sa campagne, c'est le soulagement qui est exprimé. Enfin, soulagement d'avoir gagné, évidemment, et puis soulagement que ce que tous considèrent comme une terrible parenthèse de leur point de vue, évidemment, c'est-à-dire la présidence Donald Trump se termine après 4 ans. Soulagement pour tout le monde, donc ici. Mais aux premières heures de ce dimanche 8 novembre, d'ailleurs en compagnie de la première vice-présidente des États-Unis, historique, première femme noire à occuper ce poste de premier vice-président. Et c'est avec cette information que nous refermons cette édition de l'information. Retrouvez l'actualité ce lundi dans l'émission matinale Cocoricory à 7h55, présentée par Félix Motomé. Le journal de la mi-journée passe de Bella Ponini un bon à 17h30, le journal en langue anglaise, et à 19h45, le grand format de l'édition de l'information par Marie-Praxet Toulouse. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente soirée à l'écoute de nos programmes qui se poursuivent. Au revoir à tous et bonne fin de week-end.